Sur les 180 millions d'Indonésiens, environ 110 millions habitent l'île de Java. Monothéisme, humanité, nationalisme, démocratie, justice sociale, les 5 principes du Pancasila guident l'existence des Indonésiens. Ces principes figurent symboliquement sur le blason présent dans les plus petits villages. Je sais bien que les Français ne savent pas bien la géographie là. Donc, l'Indonésie, c'est un archipel avec 13 000 îles. Il y a 5 îles principales là. Il y a Sumatra, il y a Kalimantan moins peuplé là, Sulawesi, Irian Jaya et Java, c'est plus peuplé, c'est plus important île en Indonésie là. Et il y a combien de volcans en Indonésie? Il y en a 129 volcans actifs en Indonésie, surveillés par le VSI, c'est le service volcanologique indonésien. L'arc insulaire indonésien présente la plus grande concentration de volcans au monde. Et qui est le responsable du service de volcanologie? C'est le responsable de ce service en ce moment, c'est M. Wimpi, je suis. L'islam est de loin la religion prédominante et la mosquée de Jakarta, la capitale, est l'une des plus grandes du monde. Pourtant, l'Indonésie est un pays laïque. Malgré la recommandation gouvernementale de limiter la famille à 2 enfants, la population en moyenne est très jeune. Les volcans font partie du paysage familier. Il y en a même que l'on visite. Ce volcan s'appelle donc le Tangkuban Perahu, ce qui veut dire en langue indonésienne la barque renversée, la barque retournée, parce qu'il a cette forme vue de Bandung. C'est un volcan qui se trouve à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Bandung, et c'est un volcan qui a fait quelques éruptions historiques assez sérieuses. Mais je l'ai visité pour la première fois en 1956. À l'époque, il y avait des torrents de gaz carbonique. On m'avait cité le cas à l'époque du dernier accident. On a trouvé 3 enfants morts et visiblement, un deuxième avait essayé d'aider le premier et était tombé foudroyé par le gaz, puis un troisième. Alors ici, nous revenons donc aujourd'hui et nous voulons voir s'il y a toujours du CO2 qui coule quelque part. Nous allons chercher ça. Moi, je crois que c'était avant 64. Kapan ada burung mati di sini? Ini 5 bulan yang lalu pernah ada burung mati di sini, 2 ekor burung. Ah, il a vu il y a 5 mois 2 oiseaux qui sont morts ici à cet endroit. Ici à cet endroit, c'est ça. Regarde Garouk, c'est plein de CO2. Nous avons étudié beaucoup le CO2, les émissions de CO2 pures, notamment à Dieng, à quelques centaines de kilomètres plus à l'est, où il y a eu 150 morts en 1979, et nous avons étudié la chose avec François Le Guern, et on a trouvé 98% et demi de CO2 dans ce qui sortait du cratère, et qui coulait, on le voyait couler comme une rivière d'eau. Ah, t'en plein dedans, impeccable. Du CO2 dans le trou. On voit la nappe de CO2, elle apparaît simplement lorsque la flamme s'éteint, faute d'oxygène. Et c'est ça, si on se baisse et on respire, un peu plus bas, on est foudroyé. Donc il ne faut pas
faut pas respirer si on est obligé de ramasser quelque chose à terre. C'est comme ça que des gens se font tuer en voulant secourir quelqu'un qui est tombé. Ils se penchent, ils respirent et tombent à leur tour. Depuis, en 1985, une catastrophe semblable s'est produite au cratère de Nyos, au Cameroun, tuant plus de 1800 personnes. Les gaz sulfureux qui s'échappent du cratère du Papandayan sont plus spectaculaires, mais incomparablement moins dangereux que le CO2 concentré. On peut suffoquer en les respirant, mais ils sont loin d'être mortels. Ici, le soufre est émis à l'état gazeux avant de se liquéfier, puis de se solidifier. J'avais observé ce phénomène jadis, ici même, et j'avais noté que la température de fusion du soufre est bien aisée à se rappeler, 444 degrés. L'exploitation du soufre au Papandayan est aujourd'hui abandonnée, mais l'activité des solfatares persiste, ainsi que celle des nombreuses marmites de boue. Non loin du volcan, à Bandung, eut lieu en 1955 la première conférence des pays non alignés. Dans cette rue très commerçante de Bandung, on peut se demander si le pays compte toujours parmi les non alignés. Quand nous sommes arrivés à Yogyakarta, ma première visite n'a pas été ce qu'elle aurait dû être pour le volcan, pour le magnifique Merapi. Elle a été pour ce monsieur-là. Pour ce monsieur-là qu'on appelait le pithécanthrope de Java et qu'on avait découvert dans la vallée de la Solo à Trinil. Je crois que Java, c'est connu depuis les experts des Hollandais où on peut trouver les fossiles humains. C'est ça. L'un des plus connus endroits pour le Pithecanthropus, c'était à Sangiran. On pense que cette Pithecanthropus, à cette époque-là, il a déjà connu certains outils. Ce célèbre pithécanthrope de Java vivait ici, il y a environ 1 million d'années. Bien avant l'islam, bouddhisme et hindouisme régnaient à Java. Le sanctuaire de Prambadam date des 8e et 9e siècles de notre ère. Tout près de là, le Kraton, qui date du XVIIIe siècle, est le palais où réside le sultan de Yogyakarta. Ce sultan exerce toujours une grande autorité morale sur ces sujets et la tradition lie sa personne au volcan Merapi qui, toujours menaçant, se dresse non loin. J'ai entendu que vous utilisiez le mot Raja. Est-ce que Raja et sultan ont la même signification? Selon le protocole, bien que parlant parfaitement l'anglais, le sultan ne peut s'adresser à un visiteur que par l'intermédiaire de son interprète. La signification est la même. La seule différence est géographique. Les Indonésiens en général disent Raja, mais les Javanais disent Sultan. Quelles sont les croyances liées au danger pour la population que représente le Gunung Merapi? Ya saya kira untuk bahayanya Merapi, saya kira setiap saat
bisa saja menimbulkan suatu bencana. Il est sûr que le Merapi peut mettre la population en danger. En fait, c'est la symbolisation de l'autorité. Ainsi, notre guide doit être à l'écoute des aspirations du peuple. C'est une croyance complexe. That's a complex belief. Yes. Ces vélos-taxis, que l'on appelle becha, pullulent en Indonésie. Ils servent bien sûr au transport des personnes, mais aussi des objets, des animaux. Et parfois même des touristes. Presque tous les becha de Yogyakarta portent sur leur garde-boue l'image des deux volcans qui dominent la ville, le Merbabu et le Merapi, toujours actif. Bien, ce volcan, le Merapi, est tout de même un des beaux volcans du monde. Merapi qui veut dire le lieu du feu. Mer, ça veut dire le lieu, et Api, c'est le feu. Gunung Merapi, montagne Merapi. Nous sommes à l'un des points d'où on le voit le mieux, c'est-à-dire pour cela, bien sûr, que l'on a construit cet observatoire de Plamngan. Les volcanologues hollandais, avant la guerre de 14, déjà, ils avaient construit ceci. Et ils ont fait marcher ces observatoires, il y en a plusieurs tout autour. Et ils montaient très souvent là-haut, faire des observations rapprochées. C'était d'excellents volcanologues. Et je dois dire que j'ai été fasciné par certaines des relations scientifiques de ces gens. Et notamment, je connaissais très bien, pour l'avoir lu et relu, et sous diverses plumes, la grande éruption de 1931, qui avait fait beaucoup de dégâts et de victimes dans l'Ouest. En général, les conditions climatiques équatoriales ne permettent d'observer le sommet du Merapi, qui culmine à 3000 mètres, que quelques heures par jour, très tôt le matin, avant que les nuages ne le recouvrent. Ce sommet, on peut le voir sous diverses orientations, depuis 3 observatoires construits sur le même modèle. D'ici, on observe donc le flanc septentrional du Merapi, tous ces observatoires qui avaient été construits donc par les Hollandais du temps de la colonisation néerlandaise, avaient été très judicieusement choisis. Et celui-ci, en plus, il était à l'époque menacé par d'éventuelles explosions violentes. Mais depuis une trentaine d'années, la topographie du cratère sommital du volcan a changé après la disparition du premier dôme que j'avais donc commencé à observer et à étudier en 1956. Il y a eu une brèche dans le cratère de roc dur qui entourait le dôme de roc visqueux en cours de croissance. Et depuis lors, toutes les avalanches incandescentes et toutes les nuées ardentes sont maintenant canalisées vers le sud-ouest. Et donc, les précautions qu'avaient prises les Hollandais quand ils avaient construit cet observatoire-ci, notamment un abri souterrain bétonné, n'est plus nécessaire aujourd'hui, aussi longtemps qu'il n'y aura pas reconstitution des conditions topographiques de leur époque. Et nous voici dans le bunker anti-Merapi, anti-volcan, que les Hollandais avaient fabriqué et dont les fenêtres sont blindées. Ce sont des fenêtres pas en verre, ce sont des fenêtres en acier. Au fil des années, à la suite d'Arun Taziev qui a filmé ces images en 1979, on assiste alternativement à quelques éruptions violentes, à de lentes poussées du dôme et aux avalanches incandescentes qui en résultent.
Il faut environ 5 heures de marche pour faire l'ascension. On monte généralement de nuit et on atteint le sommet en même temps que les premiers rayons du soleil. Le Merapi est aujourd'hui observé en permanence par les volcanologues indonésiens que Taziev et ses collaborateurs du CEA et du CNRS initièrent dans les années 60 à 80. De jeunes coopérants français participent à leurs travaux. C'est le dôme de lave du Merapi qui s'est mis en place au cours de l'année 92. Il fait environ une centaine de mètres depuis le fond du cratère. La petite tache jaune qu'on voit là-bas, c'est François Leguerne qui est en train de faire des prélèvements de gaz. J'ai travaillé pendant 1 an et demi à l'observatoire du Merapi, donc j'ai vu toute la phase de mise en place de ce dôme. Et combien de temps ça a mis à grimper là? Les 80 premiers mètres ont poussé en 1 mois, 2 mois à peu près. Et maintenant il continue à pousser, mais il se déverse sur la pente à l'opposé de nous, donc il ne monte plus tellement en hauteur. Il y a souvent des gens qui vont là-haut? Non, il y a 3 personnes en tout et pour tout qui sont promenées sur le dôme. Et François Leguerne est celui qui a été le plus loin sûrement. Une caméra vidéo a été installée pour surveiller l'évolution du dôme, mais les gaz et les fumerolles ne facilitent guère son usage. Ici, nous avons installé un extensomètre qui mesure l'écartement d'une fracture radiale au cratère, qui fait environ 10 mètres de long. Cette fracture s'était déjà écartée d'environ 5 cm au moment de l'éruption de janvier 1992. Grâce à cet appareil, nous réalisons une mesure par heure et nous transmettons le résultat de la mesure directement par satellite Argos au centre de volcanologie de Bandung. Oui, alors Garouk, on a vu des changements considérables par rapport à 1979. Le dôme se trouve maintenant environ 30 mètres au-dessus du bord du cratère, là où en 1979 nous descendions d'à peu près 60 à 80 mètres. Ensuite, j'ai visité Waro et Gendol. Et les fumerolles sont à peu près à la même place, mais par contre, le débit est bien plus fort. À toi. Et alors, il faut étudier les fumées, il faut étudier les gaz. Et ça, c'est un travail auquel nous nous sommes appliqués depuis 1956. On a commencé en 1956 déjà à faire les premières mesures. Mais c'est surtout à partir de la fin des années 60 que nous avons développé des techniques de plus en plus perfectionnées pour obtenir la composition chimique des gaz qui s'échappent et également les variations des débits de matière, et surtout de matière gazeuse et de matière solide ou liquide, puisque le dôme c'est du solide et du liquide mélangé. Et on mesure également les débits d'énergie, l'énergie thermique et l'énergie cinétique, l'énergie mécanique, qui est développée dans l'activité normale et puis qui tout à coup se libère de façon paroxysmale lors des éruptions. Tout le jaune, c'est des petites particules de soufre qui se sont condensées sur des métaux et qu'on va dissoudre. Et celle-là n'a pas été faite au même endroit, tu vois, c'est pas la même couleur. Elles ont été prélevées où, celles-là? Ça Gendol. La source de gaz était à 870, et ça, c'est ce matin, c'était beaucoup plus bas en température, ça faisait 500. Puis voilà l'ampoule qu'on a fait ce matin. Et elle a complètement saturé, on a un précipité dedans, tu vois. Alors maintenant, ça va être tout le boulot des chimistes, parce qu'il va falloir qu'ils redissolvent tout ça, qui reconstituent la composition du gaz telle qu'elle est à la température de la fumerole, c'est-à-dire à chaud. Ça, c'est une neuve. Ah ouais. Tiens, qu'est-ce que c'est le liquide qui est au fond? C'est de la soude caustique qui dissout les gaz acides. C'est-à-dire que là, on a moins d'1/4 de litre, et dans cette bouteille, on a pris environ 150 litres de gaz qui sont dissous. Donc, soude caustique vide? Vide. Et on récupère. Tu peux savoir qu'elle est vide, tu la retournes, écoute bien. Écoute. L'essentiel, ce sont les gaz. Sans les gaz, il n'y aurait d'ailleurs pas de volcanisme, c'est bien simple. La lave en elle-même n'est pas capable d'arriver à la surface de la planète, encore moins de jaillir dans les airs. Donc, si elle le fait, c'est parce qu'elle est allégée, tirée et poussée par ce que nous appelons en jargon la phase gazeuse, c'est-à-dire les gaz, toute dimension de bulles, des bulles microscopiques jusqu'à des bulles colossales. Ça, c'est le prélèvement que j'ai fait ce matin sur le dôme, où j'ai pompé de l'air sur un filtre en papier, et on va analyser dans ce filtre en papier le polonium 210, qui est un descendant du plomb 210. Et on sait combien de magma a produit ce polonium. Et on va faire le rapport entre la quantité de polonium et la quantité de soufre. Et comme les Indonésiens mesurent la quantité totale de soufre qui sort du volcan, on saura combien de magma tous les jours dégazent.
Donc on aura la quantité de gaz qui sort du volcan, la quantité de magma qui fabrique le gaz. Pour l'instant, c'est un peu le mystère quand même. Il y a déjà pas mal de progrès de fait, c'est-à-dire que c'est un volcan qui est surveillé depuis des années. On sait à quelle profondeur ont lieu les séismes, on sait dans quel volume de terrain sous le volcan ces séismes se produisent. On sait de combien le volcan gonfle ou dégonfle. Tout ça, c'est des études qui se font sur place toute l'année avec des quantités d'appareils disposés tout autour du volcan, en même temps que les géochimistes prélèvent le petit gaz dans les fumerolles. Et la volcanologie, c'est le mélange de toutes ces mesures interprétées par des gens qui ont vu beaucoup de volcans fonctionner ou qui étudient le même volcan depuis longtemps. Lorsque tombe le soir, apparaît au fond des multiples bouches de gaz l'incandescence qui marque la température élevée, entre 800 et 900 degrés, de ces gaz magmatiques. À Yogyakarta, où certaines maisons témoignent encore de la présence hollandaise, les groupes de jazz portent des noms de volcans. Le VSI, Volcanological Survey of Indonesia, a installé son observatoire principal dans cette ville, d'où en permanence le Merapi est surveillé. François Le Guern peut faire ses premières analyses dans le laboratoire de géochimie. Pour Taziev, c'est l'occasion d'établir le dialogue avec des jeunes gens comme lui passionnés par les questions que pose l'activité éruptive. Nous avons découvert, en étudiant les gaz éruptifs avec le chromatographe en phase gazeuse, qu'avant cette réaction, dans la plupart des cas, ils sont présents chacun pour moitié. Vous savez, en activité normale, habituellement le Merapi a 80%. De l'eau. Comme sur tous les volcans du monde, on ne recueille jamais, en général, les gaz éruptifs. Toujours, ils sont mélangés à de la vapeur d'eau souterraine. Mais en volcanologie, en plus de la passion, il faut aussi avoir de la chance. En 1982, nous avons eu la chance exceptionnelle d'atteindre le sommet du Galunggung alors qu'éclatait dans sa caldeira, occupée par un lac d'eau de pluie, la somptueuse phase finale de sa dernière éruption.
Qu'est-ce que ça mange? Ce varan est de la même espèce que les dragons de 3 mètres qui peuplent l'île de Komodo, également dans l'archipel indonésien. Le roc volcanique est toujours le matériau de base des sculpteurs javanais, comme il l'était il y a plus de 1000 ans lorsque l'on édifia ces sanctuaires. Celui de Borobudur avait été enseveli sous 30 mètres d'épaisseur de cendres volcaniques lancées par le Merapi en 1030. Il fut exhumé en 1815 par Sir Thomas Raffles, alors que durant les guerres napoléoniennes, les Anglais occupaient les Indes néerlandaises. Il fut restauré sous l'égide de l'UNESCO de 1973 à 1983. Autour d'un stupa de lave massive, 72 stupas ajourés abritent chacun une statue de Bouddha et font de Borobudur le plus grand monument bouddhique du monde. Le cratère du Bromo est lui aussi devenu un site touristique. Il est situé à l'intérieur d'une vaste caldeira appelée la mer de sable. Route, location de chevaux, escaliers, barrières de sécurité, tout est prévu pour faciliter et agrémenter la visite. Le Bromo est actuellement en sommeil, mais il n'en fut pas toujours ainsi. Quand je suis venu pour la première fois en Indonésie, le Bromo était encore l'un des volcans les plus continuellement actifs. Avec Zen, nous avons tenté et réussi la première descente de ce cratère. Nous y sommes descendus dans ce véritable entonnoir, au fond duquel s'ouvrait un puits vertical, noir, très impressionnant. Mais nous étions en saison sèche et ces pentes étaient faites de cendres fines, des cendres fines que le Bromo émettait de façon continue, mélangées à de la vapeur d'eau. Après quelques douzaines de mètres de descente, j'ai décidé de battre en retraite, de peur de déclencher une avalanche qui nous aurait entraînés de façon irrémédiable dans le puits vertical. Nous sommes revenus 2 à 3 semaines plus tard, après les pluies, et ces cendres avaient été relativement tassées par l'eau qui était tombée, ce qui permettait de s'aventurer sans prendre de risques inacceptables. Ainsi, nous sommes arrivés jusqu'au fond. Volcanologiquement, il n'y avait pas d'intérêt à cela parce que je n'avais pas d'appareil pour échantillonner les gaz, ni pour faire des mesures. Ce n'était qu'un jeu sportif bien sûr. En Indonésie, en Asie, partout où il y a des volcans dans le monde, ils sont l'objet de cultes et de croyances profondément ancrées dans les traditions. Chaque année, au Japon, dans le cratère de l'Osore-san, a lieu une cérémonie religieuse. Des femmes aveugles, dépositaires de pouvoirs surnaturels, s'y réunissent.
Costa Rica, la foi catholique se mêle aux légendes indiennes liées au volcan. Plus près de nous, à Naples, en 1944, lors de la dernière éruption du Vésuve, on fit appel à Saint Janvier, San Gennaro, dont les reliques sont l'objet d'un culte. Ed in processione le riportò a Napoli. Sullo sfondo, lì a sinistra, il Vesuvio in eruzione. Quello vale a sinistra, quando San Gennaro viene La légende dit que son sang, précieusement conservé dans une ampoule de verre, se liquéfie chaque année le jour de sa fête. Croire, sans doute est-ce bien. Comprendre, c'est mieux. Et comprendre, cela peut servir à prévenir, pour limiter le danger des éruptions. Eh bien, nous voilà sortis de ce tunnel, le tunnel supérieur de la série de tunnels que les Hollandais avaient construits pour évacuer l'eau de l'énorme lac qui se trouvait dans le cratère jadis. Eh bien, le cratère est très semblable à ce qu'il était il y a 30 ans, mais le lac avait à l'époque une surface 4 à 5 fois plus vaste, et il arrivait 100 mètres plus haut, à hauteur des fumerolles que l'on voit là. Ne vous fiez pas à cette eau si calme et si bleue du lac du Keloud, filmée dans les années 60. Elle a dévasté la région à plusieurs reprises. Les éruptions du Keloud sont caractérisées par de violentes ruées de gaz magmatique qui lancent dans les airs ce qu'il y a dans le cratère, en l'occurrence le lac. Le lac, millions de mètres cubes, projeté à je ne sais combien de centaines de mètres de hauteur, retombe en cataracte effroyable sur les pentes extérieures du volcan et provoque ce qu'on appelle des lahars. Les lahars, c'est le nom indonésien pour torrent de boue. Ce mot lahar est utilisé dans le monde entier depuis la catastrophe de 1919 du Keloud qui a fait plus de 5000 morts. Le lac, à ce moment-là, était à son niveau le plus haut. Et c'est à la suite de la catastrophe de 19 que les Hollandais ont décidé de percer des tunnels successifs de plus en plus bas pour drainer progressivement le lac et le réduire à un minimum. Et c'est pour ça que les éruptions récentes, celle de 93 par exemple, ont fait peu de victimes comparées aux milliers de victimes de jadis. Maintenant, ils travaillent de nouveau à réouvrir les tunnels situés plus bas que celui que nous avons traversé et qui sont bouchés par les produits de l'éruption de 90 pour empêcher que le lac de nouveau ne gagne ces dizaines de millions de mètres cubes qu'il avait et qu'il reste le plus bas possible pour la prochaine éruption. D'autant plus que ces lahars ne sont pas simplement des lahars d'eau et de cendres et de boue, ce sont des lahars non pas d'eau mais d'acide, parce que l'eau que vous voyez là, elle est essentiellement fournie par la pluie, mais cette eau, elle est transformée en acide par les innombrables fumerolles brûlantes qui se trouvent sur le plancher du cratère, comme elles se trouvent sur le bord ancien du lac et qu'on voit fumer d'ici. Le Semeru, point culminant de Java, avec près de 3700 mètres d'altitude, est un volcan aussi constamment actif que le Merapi, mais beaucoup plus difficile et dangereux d'accès. Paysage plus serein sur le rivage nord de l'île, où l'on pratique l'aquaculture.
À l'intérieur des terres, ces terrasses irriguées sont typiques de la culture du riz. Les terres volcaniques sont les plus fertiles qui soient, tout simplement parce qu'elles proviennent de la désintégration des laves émises par les éruptions, et ces laves sont riches des éléments chimiques dont les plantes ont besoin. Les plantes ont besoin de 4 éléments: l'azote, la potasse, la chaux et le phosphore. Il n'y a que l'azote qui manque dans les laves, les 3 autres y sont. Donc ces terres sont extrêmement fertiles, et de surcroît, chaque fois qu'il y a une émission de cendres d'un volcan, comme par exemple le Kawaïdjen qui est derrière nous, qui arrose le pays environnant de ces cendres, c'est comme une fumure naturelle, et c'est pour ça que sur les flancs des volcans, quand le climat est bon, et il est merveilleux dans ces régions équatoriales, les cultures sont magnifiques, et on fait 3 récoltes par an de riz. Et cette fertilité explique la surpopulation extraordinaire des terres volcaniques quand le climat s'y prête. Le sol volcanique, l'altitude, le climat chaud et humide conviennent aussi parfaitement à la culture du thé. La cueillette est confiée aux mains expertes des jeunes femmes. Il s'agit de ne prélever sur chaque branche que le bourgeon terminal et les 3 dernières feuilles. Cette silhouette embrumée, c'est le cratère du Kawaïdjen. Si ces hommes pèsent leur chargement avec autant de soin, c'est que leur maigre salaire dépend directement du poids de soufre qu'ils transportent. Les chargements les moins lourds sont autour de 55 kilos, mais certains avoisinent les 100 kilos. Le soufre, extrait du cratère du Kawaïdjen, sert entre autres à l'industrie pharmaceutique et à celle des allumettes. Nous sommes donc sur le bord du cratère du Kawaïdjen. Kawa veut dire cratère d'ailleurs. Ce Kawaïdjen est caractérisé par des fumerolles à haute température, très riches en produits soufrés, qui s'échappent. Il y en a qui s'échappent à l'air libre, c'est celle-là dont on exploite le soufre, et les autres s'échappent sur le fond du lac, et tous les gaz émis par les fumerolles se dissolvent dans l'eau, transforme l'eau de ce lac en un mélange diabolique, mélange à 50% à peu près d'acide chlorhydrique et 50% d'acide sulfurique. La première fois que j'étais venu, je le savais, j'avais emporté un morceau de calcaire, et ce calcaire, nous l'avons fait dissoudre dans l'eau du lac pour filmer ce phénomène assez spectaculaire. L'hydrogène sulfuré et le dioxyde de soufre se mélangent dès qu'ils arrivent à une température donc, plus basse et à l'air, et donnent du soufre solide qui précipite sous forme de cristaux. Lorsque la température est suffisante, ce soufre fond
donc à 444 degrés, et coule. Et il se forme des encroûtements et des stalagmites assez étonnantes. Le soufre est un élément, un corps simple, que la nature fournit à l'état pur, comme d'ailleurs elle le fait pour l'or et pour le diamant. Et l'on a donc installé un réseau de tuyauterie pour canaliser ce soufre liquide et faciliter ainsi son exploitation. Et ils chargent donc leur soufre là en bas, le remontent par un sentier très raide qui est ici dans le cratère, un chemin qui moi aujourd'hui me semble terrible, qui me semblait déjà un petit peu dur il y a 40 ans, mais aujourd'hui qui me semble terrible. Contrairement aux idées reçues, ces porteurs de soufre sont fiers de leur travail qui leur procure un niveau de vie supérieur à celui des paysans. Si ce travail est dur et réservé aux jeunes, le contact des gaz sulfureux se limite au fond du cratère et ne nuit en rien à leur santé. Comme au Khouloud, un système de drainage construit par les Hollandais limite la montée des eaux de ce lac, toujours menacé d'éruption. Et le trop-plein du lac, c'est cette rivière d'acide, transparente, couleur d'émeraude, qui, en aval, ira se diluer dans le réseau fluvial qui se jette dans la mer de Java. Les mauvaises langues disent qu'il y a deux saisons en Indonésie. La saison humide et la saison très humide. Jakarta, l'ancienne Batavia, siège de la Compagnie des Indes orientales, compte aujourd'hui près de 10 millions d'habitants. Et c'est à Jakarta que Tazieff retrouve le responsable du VSI. Bien, j'arrive maintenant, je suis le grand-père. Je suis le grand-père. Et le seul avantage de l'âge, c'est l'expérience. C'est le seul avantage. Il faut s'accrocher à ça. Et j'en suis arrivé à des conclusions sur la façon de faire de la volcanologie qui sont en contradiction avec pratiquement tout ce que nous avons fait pendant 50 ans. Notre erreur à nous, ça a toujours été de se spécialiser dans un domaine particulier. Il y a le volcanosismologue, il y a le géomagnéticien, il y a le volcano, tout ce que l'on veut, chimiste, etc., qui font leur travail, et qui font leur travail chacun avec, je dirais, deux énormes œillères. Ils ne voient pas ce que font les voisins, ou ils le voient à peine. Ils ne travaillent jamais ensemble. Or, il faut travailler ensemble. Et ça, on peut le faire ici. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant un service qui est dirigé par quelqu'un qui est capable de le faire, parce que ce service est important, et il y a l'activité volcanique pratiquement unique dans le monde. C'est le pays où il y a le plus de volcans au monde, et il y en a toujours un, au moins, à être en activité éruptive. À l'ouest de l'île de Java, le volcan Krakatau s'est rendu célèbre en 1883 par sa formidable éruption qui tua 36 000 personnes par le raz-de-marée qui balaya les côtes jusqu'à plus de 100 km de distance, qui de surcroît modifia, dit-on, le climat du monde et qui détruisit la quasi-totalité de l'île. De celle-ci, il ne reste comme vestige que 3 îlots et, apparu en 1927,
l'Anak Krakatau, l'enfant de Krakatau. Ces images d'un cratère occupé, alors que le volcan était en sommeil, par un lac paisible à la couleur étrange, je les ai prises en 1956. Et depuis, l'Anak Krakatau n'a cessé de s'élargir et même de s'élever de plus en plus au rythme de ses éruptions quasi continuelles. Maintenant qu'il est surveillé de près, le Krakatoa, le volcan le plus célèbre du monde, nous permettra-t-il de comprendre enfin ses secrets ?